1922 marque une année importante dans l'histoire médiatique québécoise. En effet, c'est en septembre qu'est lancée la première radio commerciale de langue française sur le territoire de la province, avec l'ouverture de la station CKAC, Radio de la presse. Cette décision du plus important journal montréalais francophone de l'époque de lancer sa propre station de radio n'est pas une exception pour l'époque, mais plutôt une tendance lourde qui marquera l'ensemble du dispositif radiophonique des années 20 et 30. Ainsi, comme le recense Proulx, en 1928, 9 postes canadiens appartiennent à des journaux. Cette situation nous amène à interroger sous un nouvel angle les relations entre presse et radio, souvent représentées comme des ennemis, comme des concurrents sur le marché du divertissement et de l'information. Nous proposons aujourd'hui d'envisager ce rapport comme s'inscrivant dans la complémentarité, alors que tout un travail de synergie s'est créé entre presse et radio, synergie ancrée dans une vision utopique du développement technologique qui, comme nous le verrons, traverse la presse. Ce changement de perspective sur les liens entre presse et radio nous pousse également à réévaluer notre rapport aux archives et surtout à la manière d'envisager la création d'archives sonores. Peut-on imaginer, aussi paradoxale la proposition puisse-t-elle paraître, la création d'archives radiophoniques sans la présence du son? C'est aujourd'hui la proposition quelque peu provocante que nous nous proposons d'explorer en nous attardant dans un premier temps au traitement du radio dans la presse et la patrie au moment du lancement de leurs stations respectives. Nous utiliserons tout au long de la présentation le mot radio au masculin, selon l'usage de l'époque dont nous parlons. Nous poursuivrons en voyant comment la grille radio nous informe sur les échanges entre réseaux culturels et sur la nature des émissions. Enfin, nous conclurons par les possibilités qui s'offrent à nous en matière de création d'archives radiophoniques non sonores. Le traitement de la radio dans les pages de la presse, dans les semaines précédant le lancement de CKAC, revêt souvent un caractère technique. La chronique quotidienne Le Radio de la presse, présente dans le journal à partir de mai 1922, a, lors des premiers mois de sa parution, une vocation principalement éducative. On y retrouve des articles techniques à travers lesquels chacune des pièces qui forment un récepteur sont abordées en profondeur. Les phénomènes physiques qui permettent la radiophonie et la télégraphie sans fil sont également expliqués au lecteur. À partir du mois d'août, alors que les travaux de construction de CKAC avancent, le Radio de la presse devient également le lieu dédié aux détails techniques relatifs à la station et à sa construction. Par exemple, le 23 août, la chronique est en partie dédiée au Marconi KW, un appareil qui permettra l'émission des programmes à partir de CKAC. Il est important de noter que presque chaque article dans lequel le nom de CKAC est évoqué s'accompagne d'une réitération de la future puissance de la station de la presse, qui sera, de fait, la plus puissante d'Amérique du Nord. En fait, les concepts de puissance et de modernité réapparaissent continuellement lorsque CKAC est explicitement évoqué. Un rapide survol de l'histoire du développement technologique de la radio au Québec nous permet dans un premier temps de constater qu'il n'est pas si surprenant de retrouver un discours technique aussi développé dans la presse. Pagé relève que l'abbé Henri Simard, professeur à l'Université Laval, donne, dès la fin du 19e siècle, des conférences sur le radio. Dès 1905, l'Université Laval offre des cours de télégraphie sans fil et à partir de 1912, des cours publics de TSF sont prodigués. En 1903, l'abbé Simard fait également paraître son traité élémentaire de physique, qui comporte un chapitre sur le radio. Preuve du développement du radio amateur dans la province de Québec, pour les années 1913-1914, 47 licences expérimentales sont octroyées par le gouvernement fédéral canadien et sur ce total, pas moins de 18 leçons pour le territoire québécois. Plusieurs de ces licences sont accordées justement à des maisons d'enseignement, des universités, des collèges classiques. Bref, en 1922, on peut s'attendre à ce que déjà un certain nombre de lecteurs soient en mesure de comprendre ces enseignements techniques et surtout de les mettre en pratique pour construire leur propre récepteur radio. Cette focalisation sur le dispositif technique représente une première trace de l'utopie radiophonique. Le radio est présenté comme un appareil à la portée de tous. En effet, on y explique que si on prend le temps de bien lire chacune des chroniques et de les conserver pour l'usage ultérieur, chacun pourra s'y retrouver et jouir du plaisir de la radio. Et comme nous l'avons déjà dit, tout ce qui entoure CKAC revêt une aura de puissance et de modernité. Le radio, cette petite ou grosse machine, incarne la modernité, maintenant accessible à tous, avec tous les bienfaits que cela peut inclure. En plus du dispositif technique lui-même, le traitement du radio par la presse adopte 3 types de cadrage qui se déploient respectivement au niveau international, national et local, alimentant chacun à leur façon l'utopie radiophonique que nous venons d'évoquer. Nous les examinerons tels que la presse de 1922 les révèle. Au niveau international, le radio est présenté comme un enjeu qui touche tous les pays du monde. Par exemple, dès le 8 mai, un article est consacré aux leaders de la planète qui se sentent concernés par les progrès de la radio. Que ce soit en France ou aux États-Unis, on apprend que les politiciens et les gouvernements sont engagés dans diverses activités autour du radio.
Le 9 août, la chronique Le Radio de la presse est consacrée aux Anglais et à leur vision de la télégraphie sans fil, plus précisément au lien entre le radio et l'éducation de masse. On indique que cet intérêt pour l'éducation via le radio est aussi développé en France, et pour paraphraser, dans n'importe quel esprit un peu sérieux sur la planète. S'il existe plusieurs façons de faire de l'éducation de masse, le moyen le plus intéressant est de donner de l'information sur le radio lui-même, incluant de l'information technique. Selon l'auteur qui est anonyme de l'article, pour la première fois, une innovation scientifique soulève les passions. Tous, les scientifiques, les gens normaux et même les enfants veulent comprendre comment fonctionne le radio. En somme, la radiotélégraphie et la radiotéléphonie sont présentées comme l'une des avancées les plus surprenantes de notre société. La presse relaie également à travers ses pages des informations internationales qui permettent de faire le pont avec la réalité canadienne et québécoise. Ainsi, on apprend que l'île anglaise de Tristan de Cunha, une petite communauté isolée, est maintenant reliée à la civilisation grâce aux radios. Cette idée de briser l'isolement au moyen de la technologie est d'ailleurs l'un des éléments qui sera développé dans le texte qui porte sur le second niveau de cadrage de l'information, le niveau national. En 1922, la gestion des ondes sur le sol canadien est l'affaire de la marine. Au cours de la période étudiée, le sous-ministre du service naval, J.G. Desbarras, donne 2 entrevues à la presse. Dans chacune d'elles, Desbarras insiste plus ou moins sur les mêmes thèmes. L'un de ceux-là concerne la capacité du radio à briser la solitude. Ainsi, dans une entrevue accordée le 24 mai 1922, Desbarras croit que le jour est proche où des radios seront disséminées par tout le pays et prévoit la vogue que ces appareils auront dans les régions éloignées où le plus grand ennemi de l'homme est l'ennui. Dans une autre entrevue accordée, cette fois le 14 juin, Desbarras indique que les habitants des endroits les plus retirés pourront, tout comme les autres, entendre des concerts et être au courant des événements qui se passent dans le monde entier. Les propos de Desbarras s'inscrivent dans une représentation du radio comme technologie qui amène du confort et du réconfort à ceux qui en ont besoin. Par exemple, nous avons retrouvé des articles sur l'introduction des récepteurs radio dans les hôpitaux qui feraient des merveilles sur les patients, ou sur une femme malade depuis 13 ans pour qui l'écoute de CKAC, et je cite, est le plus grand bonheur qu'elle éprouve depuis qu'elle a été frappée par une cruelle maladie. L'objet radio est cadré de manière à ce que soient démontrées ses capacités à améliorer le sort des gens ordinaires partout sur le territoire canadien. On retrouve parallèlement à ce discours utopique tout un déploiement d'arguments en faveur du rôle proactif que le Canada aurait à jouer dans l'établissement d'une structure radiophonique forte. En effet, si les Canadiens veulent entrer dans cette fameuse ère de la modernité, veulent briser l'isolement et améliorer leur qualité de vie, le Canada doit prendre le radio au sérieux. Et cela signifie aussi l'obligation d'ébaucher une politique en matière d'utilisation des ondes sur le territoire. Le sous-ministre Desbarras fait d'ailleurs part, le 24 mai, de ses inquiétudes par rapport aux nombreuses interférences dans le service de radiotéléphonie. Le principal problème se présente, selon lui, lorsque certaines personnes jouent avec leur appareil alors que d'autres tentent d'écouter un concert, créant ainsi de l'interférence. Mais, souligne-t-il, le gouvernement canadien veut, par l'adoption de lot de mesures, remédier à la situation. Le sous-ministre rappelle au passage l'obligation faite aux Canadiens possédant un radio, même s'il ne s'agit que d'un récepteur, de se doter d'un permis annuel au coût de 1 $. Même si nous pouvons présumer que tous les citoyens ayant eu un récepteur ne se sont pas nécessairement procuré le dit permis, ce dernier a tout de même été utile pour juger de l'accroissement du nombre de ménages dotés d'un appareil. Ainsi, selon la presse, en juin 1922, 2000 permis de radio avaient été vendus au Canada. Dans les semaines et même les mois, et je dirais même les années suivantes, le journal propriétaire de CKAC va couvrir l'évolution de la vente de permis au Canada de manière régulière. Bref, le Canada se veut un pionnier de la radio et met les efforts, principalement réglementaires, pour atteindre ce statut et pour permettre à tous de jouir de cette avancée technologique. Sur le plan local, nous retrouvons dans la presse une série de photos-vignettes intitulée « Le radio à domicile ». Ces photos-vignettes présentent des récepteurs radio construits par des personnes du public, généralement à Montréal ou dans les environs. Dans la majorité des cas, on y voit l'appareil et parfois son constructeur. Nous retrouvons ainsi aussi quelques articles relevant l'utilisation du radio lors de rassemblements populaires. Bref, dans la foulée du lancement de la première radio commerciale francophone, le radio est présenté dans la presse comme un enjeu articulé à plusieurs niveaux où nous retrouvons une perspective commune, celle d'une amélioration globale de la qualité de vie et une utopie de la modernité. Le radio n'est pas le concurrent de la presse, mais plutôt une nouvelle technologie remplie de promesses. 10 ans après le lancement de CKAC, alors que la patrie lance CHLP, le caractère technique du radio ne semble plus un enjeu, du moins dans les pages des journaux. Alors que la presse insistait sur la puissance de CKAC, la patrie mise sur la beauté et la superficie des studios de CHLP pour attirer les auditeurs et les têtes d'affiche. La programmation, celle de CHLP, mais également celle de CKAC et de CFCF, est mise de l'avant, avec des sujets populaires tels que le hockey et les arts ménagers. Si, en 1922, on invitait la population à construire le récepteur, en 1933,
En 1933, on invite plutôt les auditeurs à participer à des concours leur permettant de créer un programme de radio à leur goût avec les chansons de leur choix. Les questions internationales et nationales sont peu ou pas présentes dans la page du radio, alors que notre contenu qui sera diffusé occupe une place prépondérante, comme le montrera notre seconde partie. Les travaux de Marie-Thérèse Lefebvre et de son équipe ont visé, à partir des grilles publiées, vous en voyez une derrière moi, à reconstituer la programmation et à saisir quelle fut la contribution de la radio à la vie culturelle de l'époque. Mais l'analyse fine de la page radio, sur laquelle se trouvent les grilles, et aussi des textes, des photos, des publicités, permet aussi de dégager le statut de la radiophonie dans l'espace public et l'impact de la radiodiffusion sur l'imaginaire culturel. Je propose ici de considérer cette page comme une mosaïque témoignant d'un espace-temps qui configure non seulement le temps privé, celui des familles qui lisent le journal et sont susceptibles d'écouter les émissions dans le confort de leur salon ou de leur cuisine, selon les principes que vient d'évoquer Marie-Lou, mais aussi un temps public qui fait une place à certaines pratiques et pas à d'autres et compose une temporalité élargie qui intègre des choses anciennes, des performances par nature éphémères et le futur des auditeurs dont on imagine qu'ils seront plus instruits, plus cultivés, davantage inscrits dans leur collectivité par les nombreuses mises en abîme que créent les emboîtements des divers publics lors des prestations devant spectateurs. Pour le dire autrement, la page radio de la presse dévoile indirectement les missions que la radio de l'entre-deux-guerres s'assigne, ou plus simplement assume, et informe de manière substantielle les modalités de réception des émissions qui sont attendues. Tout aussi bien, la programmation radio brute nous indique ce qui se trouve dans l'espace public en dehors du journal. J'examinerai successivement quelques cas de figure afin de montrer la nécessité non seulement d'un croisement des sources, mais aussi d'une réflexion plus large sur la transformation de l'espace public liée à l'avènement de la radio. Arrêtons-nous d'abord aux 3 émissions de lecture littéraire, surtout poétique, préparées et animées par Robert Choquette dans les années 30. Rêvons c'est l'heure, diffusée entre le 12 novembre 1930 et le 21 février 1931. Au seuil du rêve, diffusé entre le 10 novembre et le 15 décembre 1931. À la Clairefontaine, diffusée entre le 26 mai et le 4 août 1931. Ces 3 séries ont droit, à leur début du moins, à un encadré comportant une description, avec éventuellement les titres et les noms des auteurs des pièces lues et ceux des pièces musicales jouées. Dans les 3 cas, l'animateur-lecteur est désigné comme le poète Robert Choquette ou Robert Choquette, poète. Les descriptions des émissions de la première série sont accompagnées d'une photo de Robert Choquette, que vous voyez, ce beau jeune homme derrière moi. Et sa contribution est nettement mise en valeur, même si le nom des musiciens de l'orchestre est généralement rappelé dans les descriptions. Choquette privilégie la lecture d'inédits, comme nous l'apprennent les mentions à propos de ses émissions dans sa correspondance avec Louis Dantin. Comme à l'époque, les émissions sont diffusées en direct, et qu'au moins l'une des séries, Au seuil du rêve, est irradiée depuis le restaurant Le Petit Versailles, sur la rue Saint-Denis, il faut comprendre que l'on a affaire à des performances, au sens que donne Paul Juntor à ce concept, et que la lecture des textes s'apparente ici à une forme de publication, c'est-à-dire d'entrée dans l'espace public. Les auteurs russes sont québécois, et ils ont en commun de publier encore. Certaines sont même de très jeunes auteurs. Les émissions et les écrivains québécois du même coup sont donc potentiellement dans l'espace public de 3 manières successives. Dans la grille horaire de la presse, sur scène et sur les ondes, et enfin, dans des prolongements, par exemple, le tirage de livres d'écrivains dont les œuvres viennent d'être lues dans cette émission qui se fait à partir du Petit Versailles. La grille horaire et les informations textuelles et visuelles qu'elle contient offrent un contexte minimal d'interprétation du sens des émissions. Les œuvres choisies sont réputées connues, même s'il s'agit d'inédits. Les noms des compositeurs et des auteurs sont censés participer d'un horizon d'attente. Et surtout, la voix de Robert Choquette, poète, fait advenir l'événement littéraire. Elle est performative. Remarquons aussi l'immédiate contemporanéité de la lecture. Lorsqu'il s'agit d'inédits, la lecture initiale de Choquette précède de très peu celle livrée sur les autres. Nous sommes dans la littérature qui se fait. La grille du journal apparaît donc comme un véritable dispositif de réception que l'audition, malheureusement improbable, des enregistrements sonores, ne nous restituerait pas à elle seule, même si nous y entendrions peut-être des présentations et des commentaires, des applaudissements, des mises en écho sonores avec la musique qui nous échappent à jamais. Mon second exemple est celui de la poésie lue à l'heure provinciale, entre 1931 et 1939, et dans les festivals de musique et de poésie canadienne diffusés les 4 septembre 1938
et le 7 janvier, oui, le 4 septembre et le 7 janvier 1939. De nombreux poètes québécois et quelques poètes français auront dans ces émissions les honneurs de l'irradiation, comme on dit à l'époque. Plusieurs poèmes sont des œuvres déjà patrimonialisées. Louis Fréchette, Émile Léligan, Charles Guil, Pamphile Lemay, mais majoritairement, les œuvres sont d'auteurs actifs, voire très jeunes. On entend Anne Hébert, on entend des poèmes d'Anne Hébert le 26 mars 1939. On pourrait être tenté de voir là un prolongement des émissions de Choquette, mais le cadre est très différent. Et la grille le révèle. Les poèmes ne sont pas lus par les écrivains, ni même par un écrivain, mais plutôt par des comédiens et des comédiennes autour desquels est organisée la publicité. Les grilles horaires donnent bien les titres des pièces lues, mais la surface occupée par les photos des vedettes de la radio qui les liront indique que nous sommes dans le domaine du spectaculaire. Le caractère de gala que revêtent les festivals accroît encore cette dimension spectaculaire. De plus, la présence d'œuvres patrimoniales est beaucoup plus importante. La moitié des œuvres sont de poètes qui appartiennent à l'histoire. Néligan, Jean Charbonneau, Albert Lauzeau, Charles Guil, Blanche Lamontagne Beauregard. L'autre moitié de poètes contemporains, Alfred Desrochers, Georgine Boucher, Medjé Vézina et Germaine Bondoc. La poésie n'est plus ici inscrite dans l'ordre de la lecture intime, comme c'était le cas dans les émissions de Robert Choquette, qui lisait tous les textes, y compris les textes des femmes. Ça passait par sa voix. L'introduction des comédiens et des comédiennes change en effet la donne, offrant à l'audition une interprétation qui efface la dimension performative des textes. Ceux-ci sont livrés comme une diffusion différée d'avec la création, enjolivée par des effets visuels, costumes de gala, gestes, des diseuses et des diseurs, etc. Dans cette perspective, les prestations participent à une opération de légitimation explicite. L'audition des émissions permettait-elle de saisir cette dimension aussi bien que la mise en page des grilles horaires? Peut-être. Mais il est probable que la présence de belles voix apparaissait comme allant de soi. La page radio donne à voir, quant à elle, l'hyperbolisation des images de vedettes sur la page par rapport à la modestie du programme de l'émission. Peut-être l'audition nous inviterait-elle à penser la présence des œuvres de femmes comme un pur effet du cadre spectaculaire, suscité par le désir de varier les timbres de voix et d'avoir de beaux costumes sur scène. Mon dernier exemple est lié à un autre type d'interaction presse-radio identifié au fil de nos travaux. Il s'agit de la publication dans la presse, journaux ou revues de textes qui ont d'abord été diffusés à la radio. Ceux-ci sont de deux types. Il y a d'abord les textes de causerie radiophonique, comme celles données dans le cadre de l'heure provinciale, qui sont ensuite publiés. Il s'agit dans ce cas de rendre disponibles des textes conçus comme complexes, de manière à amplifier leur circulation tout en effaçant leur caractère éphémère. L'identification de ces textes n'est à ce jour que fort incomplète. Elle nous permettrait pourtant de comprendre mieux la nature de ces causeries, le plus souvent assimilées à de la vulgarisation, ce qui reste à démontrer. Une difficulté, la source radiophonique n'est pas toujours mentionnée. L'identification exige donc le recours aux titres que l'on peut trouver dans les livres de journaux, dans les grilles radio des journaux. Le croisement, donc, de deux types de dépouillement. L'autre type de texte est assez différent. Je n'ai pour l'instant qu'un exemple à offrir. Il s'agit des textes de Louis Francoeur qui paraissent à partir du début de la Seconde Guerre mondiale. Ceux-ci s'inscrivent dans l'immédiateté de la guerre, d'abord conçus comme la traduction en français et la synthèse des dépêches de la BBC. La série « La situation ce soir » se fait donc à chaud et semble avoir été diffusée du 15 juillet 1940 au 13 mars 1941. L'émission s'inscrit dans le désir de faire de la couverture de la guerre une performance en direct, intention déjà lisible dans le recrutement de correspondants de guerre par Radio-Canada. Les dépouillements effectués dans la revue moderne invitent à rechercher les relations entre les chroniques de Francoeur dans la revue et ses prestations radiophoniques. Alors, je n'élaborerai pas trop, mais ce qu'on comprend, c'est que peut-être que ce sont les mêmes textes, peut-être que les textes sont préparatoires à la prestation radiophonique. En tout cas, il y a manifestement là matière à mener davantage de recherches. Alors, je vais conclure. Le discours de la presse sur la radio n'en est pas un de concurrence, et qui plus est, même entre les stations dites concurrentes, les luttes sont peu visibles dans les journaux. En font foi l'importance accordée à des émissions diffusées par des stations appartenant à des concurrents.
ou la couverture positive dans la patrie de la Commission canadienne de radiodiffusion qui vient de lancer sa propre programmation. En fait, le discours utopique autour de la radio est tel qu'il est difficile d'imaginer retrouver dans les pages des journaux un discours qui serait négatif. Après tout, si le radio est bon pour tous, pourquoi serait-ce différent pour les journaux? Bref, nous sommes dans l'entre-deux-guerres, plus près d'une synergie entre les médias que d'une lutte à finir entre eux. Nous aurions tort d'envisager les rapports entre médias uniquement à travers la lorgnette contemporaine de la concurrence. Les archives de la radio existent. Elles sont dans la presse, qui nous permet de reconstituer en partie leur dimension sonore. Des travaux comme les nôtres, qui croisent presse et radio, invitent donc à organiser autrement les archives dont nous disposons. Par exemple, en faisant communiquer les banques de données sur les textes des journaux et sur la programmation qui en a été la source. Il y a là des défis au plan de l'architecture des banques de données, mais aussi des défis lancés à l'interprétation de ces données, désormais destinées à une lecture plurielle. Merci beaucoup.